Bienvenue à notre comité des banques et du commerce. Aujourd'hui, nous tenons notre première réunion sur les questions spéciales liées aux barrières au commerce intérieur plutôt. J'accueille pour la première fois dans notre comité l'honorable Navdeep Bains, député, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Il est entré en fonction le 4 novembre 2015. Il a une grande expérience parlementaire ayant représenté Mississauga Marden jusqu'en 2011. Il a servi comme secrétaire pour M. Martin et il a travaillé dans la Juvenile Diabetes Research Foundation, entre autres. Il est comptable en management accrédité. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires. Il est accompagné de John Newby, sous-ministre, de Mitch Davis, sous-ministre adjoint, et bureau promotion du commerce intérieur, secteur de la politique stratégique, et Nipun Vats, directeur général et bureau promotion du commerce intérieur, secteur de la politique stratégique. Et pour la deuxième partie de notre réunion, en l'absence de M. Bains, nous aurons Stephen Furtick, directeur bureau promotion du commerce intérieur. Monsieur le ministre, allez-y avec vos remarques liminaires, après quoi nous passerons aux questions et réponses. Je crois savoir que vous devez partir à 5h15. Désolé de notre retard, mais nous avions accueilli un autre ministre au Sénat. Cela a pris plus longtemps que prévu et à cause des intempéries, le circuit d'autobus a été rallongé. Merci, Monsieur le Président, de votre présentation. Mon collègue, le ministre de la Défense, peut certainement être captivant, pas étonnant que l'on commence en retard. Je suis très heureux de me présenter ici aujourd'hui pour vous donner un aperçu de l'approche de notre gouvernement en matière de commerce intérieur. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir fait cette motion et de mettre ainsi en lumière les efforts de notre gouvernement pour assurer une croissance économique à long terme au Canada. Et je souhaite en profiter pour vous remercier de votre intérêt sur cette question. Nous en avons parlé et je me réjouis de pouvoir collaborer avec votre comité sur ce dossier. Comme vous le savez, nous travaillons de près avec les provinces et territoires pour moderniser les règles encadrant le commerce au Canada. Notre but est de rendre l'économie plus forte et novatrice. Mon ministère négocie présentement avec les provinces et les territoires dans le but d'améliorer l'accord sur le commerce intérieur. L'accord. Nous faisons de bons progrès vers le premier renouvellement approfondi de l'accord depuis son entrée en vigueur en 1995. J'avoue, Monsieur le Premier ministre, que je me permets un certain optimisme. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Au cours des prochaines minutes, je vous donnerai une mise à jour détaillée au sujet des mesures que nous prenons pour renforcer le commerce intérieur en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ce comité sénatorial a mené des analyses approfondies sur des sujets comme la productivité et la retraite, la fiscalité, les monnaies numériques, pour ne nommer que cela. Et c'est formidable car cette expertise est cruciale. Aussi, c'est un plaisir de nous compter parmi ces sommités. Votre comité s'est penché sur la question du commerce intérieur de 2006 à 2008 et il revient maintenant sur cet enjeu. L'objectif de renforcer les échanges commerciaux à l'intérieur de nos frontières n'est certainement pas nouveau. L'accord sur le commerce intérieur avait été signé en 1994 sous l'impulsion du Premier ministre Chrétien et du ministre Manley. J'ai discuté de cette question avec eux et je suis convaincu qu'il est important de faire fond sur leur réalisation. La conclusion de l'accord était un bon pas en avant, mais nous constatons que le commerce n'est pas tout à fait libre et ouvert au Canada. Certains obstacles au commerce sont clairs, alors que d'autres sont plus subtils, comme les variations dans la réglementation ou les normes. Des progrès ont été accomplis, certes, depuis la mise en place de l'accord sur le commerce intérieur. La réalisation la plus marquante étant celle de la mobilité de la main-d'œuvre dans les professions réglementées en 2009. Ce pas en avant illustre à quel point les gouvernements au pouvoir à l'époque accordaient une grande importance au renforcement du marché du travail canadien.
Au cours des dernières années, un consensus a commencé à se former au sujet de la nécessité d'une réforme approfondie de l'accord. À la fin de 2012, le gouvernement fédéral a assumé la présidence du Comité sur le commerce intérieur, c'est-à-dire le regroupement ministériel qui régit l'accord. Le gouvernement fédéral a travaillé de pair avec les parties concernées, dont le milieu des affaires et des groupes de réflexion, comme le Forum des politiques publiques, et un vent de changement a commencé à souffler. Je vous rappelle que mon prédécesseur avait proposé, à l'été de 2014, de renouveler l'accord sur le commerce intérieur. Les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont accepté de relever ce défi au sein du Conseil de la Fédération et se sont engagés à apporter des changements importants au plus tard en mars 2016, c'est-à-dire le mois prochain. À l'automne 2014, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux se sont entendus pour amorcer les négociations. Monsieur le Président, les changements sont nécessaires et l'étude de votre comité souligne à juste titre la nécessité d'établir une justification pour revoir l'accord sur le commerce intérieur. Bref, l'accord actuel est un point de départ utile mais dépassé. L'accord a déjà 20 ans et nous constatons que des obstacles au commerce persistent dans un trop grand nombre de secteurs. L'accord accuse également un retard sur nos ententes commerciales internationales. C'est la conclusion de l'accord de libre-échange nord-américain qui a mené à la création de l'accord sur le commerce intérieur au début des années 90. Aujourd'hui, l'accord économique commercial global fixe la barre haute en ce qui a trait au commerce avec l'Union européenne. Eh bien, nous nous devons de mettre à jour le cadre régissant le commerce à l'intérieur même du Canada. Le gouvernement fédéral a travaillé de près avec les provinces et les territoires pour conclure l'accord économique et commercial global avec l'Union européenne. Oui, Monsieur le Président? Nous devons poursuivre sur cette lancée pour moderniser notre réglementation du commerce intérieur. Bref, nous avons besoin de faire preuve d'ambition. Nous devons adopter des objectifs ambitieux. Le renouvellement de l'accord nous permettra d'harmoniser la réglementation et les normes du pays. Dans certains domaines, la réglementation est disparate et les entreprises doivent se frayer un chemin dans les tracasseries administratives qui leur coûtent temps et argent. Pour être efficace, le nouvel accord devrait être plus transparent et adopter une structure semblable à celle de nos accords internationaux. Cette nouvelle entente devra aussi comprendre un système robuste permettant d'harmoniser la réglementation d'un commun accord entre les parties. De plus, les marchés d'approvisionnement devront être ouverts. Nous devons être ambitieux car le commerce intérieur constitue un volet fondamental de l'économie canadienne. Environ 40% des produits et services exportés par les provinces et territoires traversent les frontières intérieures du Canada. Le commerce intérieur permet aux consommateurs et aux entreprises partout au pays d'obtenir des produits et des services canadiens de qualité supérieure. Le commerce intérieur est aussi une plateforme qui donne aux entreprises canadiennes les moyens d'élargir leurs activités pour se préparer à exporter. Ceci importe, Monsieur le Président, car les entreprises doivent pouvoir réussir au Canada avant de pouvoir chercher de nouveaux marchés à l'étranger. Et donc, on rate des occasions. Le commerce intérieur est également une source de croissance et d'emploi. Il représente près de 20% du produit intérieur brut, soit une tranche de notre économie évaluée à près de 400 milliards de dollars. Ces échanges sont de plus stables que le commerce international et sont diversifiés au sein de plusieurs secteurs économiques. Grâce au commerce intérieur, les entreprises canadiennes se préparent à accroître leurs activités, à prendre de l'expansion et à affronter la concurrence sur les marchés mondiaux, comme je viens de le dire. Pour les grandes entreprises, les obstacles au commerce intérieur sont synonymes de coûts supplémentaires. Ces obstacles peuvent aussi limiter les activités des plus petites entreprises à leur province, ce qui freine leur croissance. La nécessité de renouveler l'accord ne fait aucun doute. Comme je l'ai mentionné à mes homologues provinciaux et territoriaux, ce renouvellement sera fondé sur la collaboration et sur le respect de la sphère de compétences du gouvernement fédéral et des provinces. Monsieur le Président, nous allons effectivement miser sur la collaboration. Les représentants des gouvernements ont tenu plusieurs rondes de négociations depuis plus d'un an. Les travaux ont été présidés par mon homologue ontarien, le ministre Brad Dougherty. La semaine dernière, j'ai rencontré mes collègues ministres pour faire le point sur les progrès réalisés à ce jour et pour confirmer que nous sommes en voie de conclure un nouvel accord réellement ambitieux. J'avoue qu'il a fait un excellent travail. Il a très bien collaboré avec nos homologues provinciaux. Nous voulons apporter des améliorations marquantes dans des domaines qui renforceront l'Union économique canadienne, par exemple dans les domaines de l'approvisionnement des gouvernements et la collaboration en matière de réglementation. Étant donné, alors je ne peux pas entrer dans le détail puisque les négociations sont toujours en
court, mais je puis toutefois vous donner un aperçu des thèmes qui sont abordés par ces négociations. Je souhaite qu'un nouvel accord ambitieux soit conclu sous peu, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Et je sais que ce comité sénatorial existe depuis la toute première session parlementaire tenue l'année de la Confédération canadienne. Les membres de ce comité ont la réputation bien établie d'offrir des conseils réfléchis et éclairés sur les questions entourant les finances, le commerce et les entreprises. Monsieur le Président, au fur et à mesure que votre étude progressera, je prendrai connaissance avec intérêt de vos conclusions touchant les domaines clés qui concernent le renouvellement de l'accord sur le commerce intérieur. Je vous donne un exemple. La plupart des associations nationales d'entreprises appuient fermement le renouvellement de l'accord. Je crois qu'il serait utile qu'elles nous indiquent les différences les plus marquantes pour elles en ce qui a trait au règlement et aux politiques des ordres de gouvernement. Ce sont des différences qui entraînent des frictions dans le marché intérieur. J'aimerais aussi entendre votre avis sur les manières, outre la conclusion d'un nouvel accord, dont les gouvernements peuvent faciliter les échanges commerciaux au pays. Je pense entre autres aux outils et aux renseignements qui pourraient aider les entreprises à franchir la frontière de leur province et à accéder aux programmes d'approvisionnement des gouvernements. Des projets sont déjà en cours à cet égard, notamment dans le domaine de l'inscription des entreprises. Il y en a certainement d'autres qui contribueraient à renforcer le marché intérieur. Je vous remercie, Monsieur le Président, vous ainsi que les membres de votre comité d'avoir entrepris cette étude des obstacles au commerce intérieur. Le renouvellement de l'accord sur le commerce intérieur est une pièce maîtresse pour améliorer le cadre de développement économique au profit de tous les Canadiens. Les gouvernements du pays entier ont l'occasion de concrétiser leur engagement à appuyer les entreprises canadiennes et à soutenir leur croissance et leur compétitivité. Le renouvellement de l'accord sur le commerce intérieur offre l'occasion à tous les gouvernements et à tous les partis d'unir leurs efforts pour appuyer le dynamisme et la prospérité de l'économie nationale. Le défi est grand, mais les possibilités sont énormes. Je suis fermement engagée à travailler avec mes homologues de partout au Canada pour bâtir une économie plus forte et plus novatrice. Merci de m'avoir invité à prendre la parole devant vous au sujet de cette étude importante. Je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Les sénateurs Green, Enverga, Massicotte, Black. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'ajouter à la liste? Sénateur Green, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. C'est une belle occasion pour nous. Et j'espère que c'est une belle occasion pour vous aussi. Moi, j'ai l'impression que la plupart des difficultés se situent au niveau provincial et non pas fédéral. Y a-t-il des obstacles au commerce au niveau fédéral qu'il faudrait éliminer? Et une deuxième question. Moi, j'ai l'impression que la plupart des difficultés sont au niveau provincial et non fédéral. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fédéral devrait faire, mis à part la tenue de réunions, par exemple? Merci beaucoup. Merci de votre question, Monsieur le sénateur. Alors, je pense que nous jouons un rôle de leadership. Alors, nous pouvons organiser des réunions et nous pouvons continuer à travailler avec nos homologues provinciaux. C'est un aspect important de l'accord sur le commerce intérieur. Pour revenir à votre question, je pense qu'il y a 6 priorités dont nous avons discuté qui ont des répercussions au niveau fédéral. Donc, les marchés publics, c'est un sujet important et c'est important pour le palier fédéral, mais aussi les biens et services, les investissements aussi, les obstacles techniques et la coopération réglementaire. Alors, comme vous l'avez dit, il y a déjà de la coopération réglementaire au niveau des provinces et les provinces doivent travailler entre elles. Et le gouvernement fédéral pourrait participer à ces discussions si on nous le demande. Mais il y a des champs de compétences fédéraux pour lesquels on peut les aider. Mais je pense que pour les marchés publics, on peut jouer un rôle très important. Les marchés publics. Oui. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'approvisionnement ou les marchés publics? Par exemple, quand je disais que nous devons être ambitieux et que nous devons nous assurer de respecter les normes de nos ententes commerciales internationales, ce que je voulais dire, c'est que si on ratifiait la EGC, ou la ECG plutôt, des compagnies
de l'étranger pourraient avoir un meilleur accès à des marchés que des compagnies canadiennes. Ça, c'est une préoccupation pour nous et nous devons trouver une solution rapidement, surtout que les pourparlers sont en cours pour l'AECG. J'aurai peut-être d'autres questions plus tard. Monsieur le sénateur Enberga, merci au président et merci au ministre. Vous avez dit plus tôt que beaucoup d'efforts ont déjà été déployés avant que vous deveniez ministre. Voici ma question. Qu'est-ce qui a été accompli par le passé et qu'est-ce qui reste à faire? Depuis 1995, il y a eu 14 différents protocoles pour cet accord. Et il s'agit d'étapes graduelles. Ce qui est important à souligner, c'est que mon prédécesseur a reconnu qu'il fallait en faire davantage, qu'il fallait faire plus de progrès. Alors, le ministre Moore, dans l'ancien gouvernement, a fait preuve de leadership, mais le Conseil de la Fédération aussi, donc les premiers ministres provinciaux, ont aussi fait preuve de leadership. Ils se sont rencontrés, ils ont entamé des discussions. Mais ce qui est vraiment unique présentement, c'est notre approche. Donc, j'ai parlé de l'AECG et de l'importance d'être ambitieux. Pour nos négociations actuelles pour l'accord du commerce intérieur, on a adopté l'approche de l'AECG. Donc, on prend tout le contenu et on se concentre sur les exemptions et les exceptions. Alors, je pense que c'est ce qui diffère par rapport à ce qui a été fait par le passé, par exemple pour la mobilité de la main-d'œuvre. Alors, on va adopter une approche qu'on a déjà adoptée sur la scène internationale et ça va nous permettre d'être plus ambitieux. Et puis, je pense que si on continue à se concentrer sur cette approche, on va pouvoir avoir des résultats positifs. Donc, quel est le pourcentage du travail qui a déjà été réalisé? Réponse, c'est un peu difficile de parler en termes de pourcentage, mais on essaie d'utiliser un indice. Et l'indice qu'on va utiliser pour cet accord sur le commerce intérieur, ce sera de déterminer quels sont les seuils, les coûts, les obstacles, les difficultés. Donc, il y a des estimations entre 3 à 49 milliards de dollars. Alors, ça donne toute une fourchette. Alors, on aimerait déterminer quel est le seuil de base et lorsqu'on va négocier l'accord sur le commerce intérieur, on pourra déterminer comment quantifier nos réussites. Alors, d'ici l'automne, nous aimerions avoir un indice. Alors, pour les questions qui concernent les camionneurs ou l'inscription des entreprises. Donc, ce sont de bons exemples, mais il faudra pouvoir quantifier nos réussites. Très bien. Sénateur Massicotte. D'être parmi nous. Merci. Et j'apprécie énormément votre fraîcheur, votre conviction, votre confiance qu'on va arriver à des vrais résultats. Mais je dois dire qu'au départ, mon point de départ est un peu cynique. Fait quand même, je pense que ça fait 3-4 ministres qu'on voit apparaître devant nous au sujet de l'échange interprovincial. Ils sont tous convaincus que ça va changer. Ils sont tous convaincus que ça va être des grosses... Et la théorie est claire. C'est les Canadiens gagneront beaucoup en amenant ces barrières-là. D'abord, on est tous d'accord sur la théorie, mais quand ça arrive à la praticalité, chaque province protège un peu son monde, son industrie, et on arrive que plusieurs années plus tard, on a un processus en place, mais on ne fait pas de grands progrès. On a fait des progrès, mais comme vous avez bien noté, ça fait 14 fois qu'on demande l'entente. Pourquoi cette fois ici? Et pourquoi que dans 5 ans, on va dire « Félicitations, M. le ministre, vous avez été beaucoup ». Pourquoi? C'est une très bonne question. Et je vais expliquer mes positions en anglais, s'il vous plaît. Vous soulevez un point très intéressant quant à la volonté politique et l'ambition, et vous vous dites déçu. Mais si on regarde les circonstances économiques, ça fait quelques années qu'on a une croissance lente. Alors, je pense que ça crée un certain sens d'urgence chez mes homologues provinciaux. Alors, quand je les ai rencontrés la semaine dernière et qu'on a parlé de la situation, tout le monde a reconnu que si nous voulons créer un environnement propice pour les entreprises et pour les personnes, nous devons nous asseoir et parler de ces obstacles. Sinon, on va rater l'occasion de le faire.
Alors, je pense que tout le monde a l'impression qu'il faut passer à l'action rapidement. Et je sais aussi que le sénateur, que M. Duguid préside un comité en Ontario et fait preuve de bon leadership. Et les gens comprennent aussi qu'il va falloir s'atteler à la tâche. Alors, je pense que tout le monde a l'impression que nous sommes responsables de cette question. Mais vous avez raison, je ne peux rien promettre. Comme je l'ai dit dans mes remarques, je suis très optimiste, nous sommes très ambitieux, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de garanti. Mais je pense que l'approche de l'AECG a créé un environnement de travail très positif. Alors, quand nos négociateurs se rencontrent, ils se sont rencontrés très souvent, ils disent, en fait, de leur conversation, ils semblent très ouverts. Et plutôt que de se concentrer sur un article à la fois, on adopte une toute nouvelle approche. Et en tant que ministre de l'Innovation, du Commerce et du Développement économique, je veux m'assurer de bien faire mon travail et je veux pouvoir travailler avec mes collègues pour parler de ce nouveau cadre. Alors, il va y avoir de belles possibilités pour l'avenir et ça va nous permettre de réussir. Mais nous allons travailler très fort. On ne prend rien pour acquis, mais moi, je suis très confiant. Beaucoup d'articles, puis même on rencontre souvent des chauffeurs de taxi, puis c'est un ancien médecin de quoi que ce soit, ou un ancien comptable professionnel, et arrive au Canada, pas capable d'être admise dans les professions ou même certains syndicats, certains métiers. On fait quoi avec ça? Parce que c'est très difficile à définir sa capacité ou sa compétence. Mais évidemment, il y a un problème. C'est quoi la solution et comment on peut y arriver? Parce qu'évidemment, on perd l'utilité de cette personne-là au point de vue de son expertise. So again, you raise Encore une fois, vous soulevez un point très important. Je me souviens, il y a quelques années, le Conference Board du Canada a mené une étude sur la sous-utilisation des compétences des nouveaux Canadiens et de la population immigrante. Et ça représente des milliards de dollars en répercussion dans notre économie. Alors, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit quand j'ai fait du porte-à-porte et dans ma circonscription. C'est très courant d'avoir un chauffeur de taxi qui a en fait un doctorat. Alors, nous travaillons sur la plateforme. Je ne pense pas que cet accord, c'est le bon endroit pour parler des titres de compétences. Je pense qu'il va falloir un autre processus pour trouver une solution à ce problème. Donc, on se penche sur la question, mais on ne peut pas utiliser l'accord pour ce faire. Une question complémentaire à ce sujet. Quand on reconnaît différents titres de compétences aux différentes professions, est-ce qu'on le fait un pays à la fois ou est-ce qu'on regarde les universités? Ça dépend des associations, des entités. Par exemple, il y a différentes entités pour la médecine, pour la comptabilité dans chaque province et territoire. Donc, ça dépend de la province et du territoire. Donc, nous avons un système d'immigration où les immigrants se font donner des points. On se fie à une échelle. Mais quand ils viennent ici, parfois, leurs titres de compétences sont contestés et ça dépend d'une province à l'autre. Alors, c'est sûr qu'on entend souvent parler de ce problème de titres de compétences étrangers. Et une autre question, ensuite, je vais redonner la parole à M. Massicotte et ensuite, enfin, voici ma question. Je sais qu'il y a quelques années, nous avions une pénurie de médecins et on était en mesure d'accréditer des médecins britanniques et sud-africains. Mais on est arrêté là. Donc, je ne sais pas si c'est un exercice par pays ou si on a pu les reconnaître en raison des universités qu'ils ont fréquentées. Une des difficultés pour la reconnaissance des titres étrangers, c'est que dans chaque province, il y a des associations bien spécifiques et c'est difficile d'avoir une approche harmonisée pan-canadienne. Alors, il y a certaines difficultés. Certaines provinces croient peut-être qu'elles peuvent mieux travailler avec certaines universités, mais comme vous le savez, nous accueillons des professionnels de partout dans le monde et ça nous prend une approche plus harmonisée, sinon on va manquer le bateau parce que
ce problème nous coûte des milliards de dollars parce qu'on a des postes vacants et des gens au chômage. Donc, c'est préoccupant. Et présentement, nos projections de croissance du PIB sont de 1,4 et l'économie croît lentement. Alors, nous avons besoin d'une approche globale pour ces questions. Par le passé, on travaillait en vase clos. On se disait, ah non, c'est un problème qui se rapporte à l'immigration, mais en fait, non, c'est aussi une question économique. Alors, par exemple, si moi, je travaille sur une question qui se rapporte à l'innovation et que je peux permettre de promouvoir certaines compétences, eh bien, il faut que nous ayons des politiques pour avoir des résultats rapidement. Alors ça, c'est une question qui n'est pas en lien avec l'accord sur le commerce intérieur. Sénateur Massicotte, en complémentaire, rapidement, est-ce que vous avez fait un commentaire? Je pensais qu'un des 14 amendements à l'accord disait que si quelqu'un est accepté dans une province, il sera accepté partout, dans toutes les provinces. Donc, l'article 7 de 2009 dit qu'on veut harmoniser les normes et qu'on veut éliminer l'exigence de résidence. Mais en fait, le problème, c'est la mise en œuvre de cet article. Sénateur Black, ensuite sénatrice Wallace. Merci, Monsieur le ministre, d'être ici. Merci de faire preuve d'autant de leadership sur la question. J'ai une question à 3 volets. Je vais vous regarder, vous, parce que là, si je le regarde, il ne me permettra pas de poser ma question. Allons-y. J'aimerais que vous nous expliquiez votre objectif global pour les négociations sur l'accord sur le commerce intérieur. Quel est l'objectif primaire pour vous? Deuxièmement, des échéanciers, s'il vous plaît. Et troisièmement, selon vous, quels sont les 2 ou 3 plus grands obstacles qui pourraient vous empêcher de réaliser votre objectif? Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Je vais être aussi rapide que possible pour permettre à d'autres personnes de poser des questions. Mon objectif global, c'est d'être très ambitieux. Et le point de référence pour moi, c'est l'accord économique et commercial global, ou l'AECG. Je pense que c'est l'accord de libre-échange le plus ambitieux que nous avons négocié le plus récemment. Je pense qu'au niveau national, on peut s'en inspirer. Alors, selon moi, c'est un point de référence pour mon objectif global. Je pense que mes homologues provinciaux partagent ce même objectif. Pour maintenant, les échéanciers, bon, j'aurais bien voulu que ce soit déjà chose faite. Le Conseil de la Fédération et les premiers ministres ont dit que l'échéancier sera en mars 2016. On va voir si on aura des résultats d'ici là. Alors ça, c'est à court terme. Il va aussi y avoir une réunion des premiers ministres provinciaux et du Conseil de la Fédération à l'été. Alors, je pense que ce sont 2 dates qui vont pouvoir nous stimuler à faire du travail rapidement. Et si je me fie aux discussions que j'ai eues avec mes homologues provinciaux, je sais qu'ils ne voudraient pas se concentrer sur les détails techniques. Je pense qu'il faudrait donner des lignes directrices claires et établir des objectifs. C'est très facile de s'embourber dans des questions de champ de compétences ou dans des détails techniques. Donc, il y aura peut-être des problèmes bilatéraux entre les provinces et les territoires, mais il ne faudrait pas ralentir les réunions au sujet de ces problèmes. Alors, au niveau politique, nous devons donner des lignes directrices claires à nos négociateurs parce que si on décide de se concentrer sur les détails techniques, je pense qu'on n'avancera pas très vite. Je peux poursuivre? Oui. Suite à ce que vous venez de dire, selon vous, est-ce qu'il y a des domaines qui devraient être protégés et qui ne devraient pas être assujettis au commerce intérieur? Oui, il y a certaines exemptions au niveau fédéral. Par exemple, la sécurité nationale. Donc, ça, c'est un champ de compétences fédéral qui va être
une exemption. Aussi, les politiques de taxation, ça relève du fédéral aussi, et les peuples autochtones. Ces 3 sujets relèvent du fédéral. Alors, ce sont là des exemptions très claires pour nous. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais poser une complémentaire à ce sujet? Ah, j'adore le Sénat, moi. Y a-t-il des exemptions au niveau provincial? Est-ce que les provinces pourraient avoir des normes différentes? Réponse oui. Les provinces pourront présenter une liste d'exemptions. Présentement, on en est encore aux négociations, alors je ne veux rien prédire, mais je pense que les provinces auront une liste d'exemptions à proposer. Comme pour tout autre accord de libre-échange, ce n'est jamais du libre-échange à 100%, il y a toujours une exception ou deux, mais ce qui est important, c'est d'aborder ces exemptions. En fait, on veut se concentrer sur le processus. Si on a un cadre qui trouvera des solutions, on pourra atteindre notre objectif de 100%. Sénatrice Wallen. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous, Monsieur le ministre. Étant donné que vous voulez adopter l'approche de l'AECG, et étant donné l'harmonisation des biens liés au secteur énergétique et la question de transport pour les produits énergétiques, pensez-vous qu'il va y avoir un cadre clair pour les pipelines, par exemple? Est-ce que ça va se retrouver dans l'accord? C'est une excellente question. Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de ces questions, on se rend compte que mes homologues provinciaux, les ministres de l'Environnement et ma collègue Mme McKenna se réunira à la réunion en parlera à la réunion des premiers ministres. Alors, nous avons donc cerné les 6 parties, les 6 priorités cernées. Ils vont essayer de trouver un cadre et nous essaierons de fusionner ces 2 aspects. Mais c'est eux qui assurent le leadership de cette question et nous nous concentrons sur l'approvisionnement et la conciliation des règlements. Alors, comme il n'y a pas d'autres sénateurs au premier tour des questions, nous pouvons passer au deuxième tour. Sénateur Green, à moins que vous ayez déjà posé votre deuxième question en tant que question supplémentaire. Bon, alors, nous avons signé le partenariat transpacifique et je me demandais si vous avez tenu compte de la question de la gestion d'approvisionnement ou la gestion de l'offre. Oui, bien entendu. Alors, premièrement, il faut savoir que le PTP n'est pas encore ratifié. Ne l'oublions pas. Alors, comment cela touchera-t-il la gestion de l'offre et la ratification du PTP? Ça reste à voir. Nous sommes toujours en processus de consultation avec le secteur. Maintenant, ce qui concerne nos activités, on n'en a pas encore parlé car c'est une question de compétence fédérale et les provinces et territoires, eux, se concentrent davantage sur l'approvisionnement. C'est effectivement dans ce domaine-là que l'on entrevoit de réelles possibilités, mais la question ne s'est pas encore posée chez nous. Des changements ont été apportés en 2009 au chapitre portant sur l'agriculture. Il s'agissait surtout d'obstacles techniques, par exemple les règles phytosanitaires, et on n'a pas parlé des questions de gestion de l'offre. D'accord, mais est-ce que vous avez une approche à proposer? Est-ce que vous y avez du moins réfléchi? Alors, nous y avons tous réfléchi. D'accord, mais est-ce que vous avez arrêté une approche potentielle? Bon, alors, comme nous le disons avec le modèle SIDA, c'est qu'il nous faut, le modèle de l'AECG, c'est qu'il nous faut un processus. Alors, je vais essayer de cerner l'ampleur du problème. Je pense que nous sommes à 20%
d'un réel libre commerce à 100%. Si nous devions poursuivre l'approche actuelle de cet accord et que nous nous entendions sur ce cadre, eh bien, nous arriverions à 60% d'une ouverture pleine et entière des marchés. Et donc, l'on créerait un cadre et ce cadre nous permettrait de résoudre d'autres problèmes, par exemple la gestion de l'offre. Donc, si nous avions au moins un cadre, eh bien, nous pourrions passer de 20 à 60 à 100% ou d'un libre commerce. Ou sinon 100, au moins très proche du 100. C'est ainsi qu'on aurait une réelle mobilité de la main-d'œuvre et des biens et services. Parce que le problème actuellement, c'est qu'on a une approche dysfonctionnelle. Chaque province a son accord, chaque province a ses partenariats. Vous savez, lorsque j'étais au Canada Atlantique, eh bien, les premiers ministres avaient leur propre cadre réglementaire. Et donc, on a une approche disjointe. Alors, il nous faut un processus qui nous permette de régler tous les problèmes, pas seulement le libre-échange. Et vous n'avez pas d'échéance? Eh bien, écoutez, ce serait une approche progressive. D'abord, on met en place un cadre. Ensuite, on met en place les processus. Et une fois les processus mis en place, eh bien, nous pourrions continuer de collaborer avec nos partenaires provinciaux. Mais je peux vous dire que la bonne volonté y est. Chaque province affronte son lot de problèmes liés aux entraves au commerce intérieur. Et ils savent qu'un accord sur le commerce intérieur pourrait les aider à résoudre un grand nombre de problèmes. Et surtout au niveau des PME. Ce sont les PME qui bénéficieraient le plus d'un accord, parce que si les PME font de bonnes affaires au Canada, alors elles peuvent songer à s'étendre sur le reste de la planète. Sénateur Massicotte. Bon, je suis cynique une fois de plus. Vous dites que vos homologues provinciaux sont très enthousiastes. Ils ont tous un programme d'innovation. Mais j'imagine que cet enthousiasme découle de vos réunions de la semaine dernière. Oui, mais également des discussions que j'ai eues lorsque je suis devenu Premier ministre. Bon, à part une séance de formation de mon sous-ministre, j'ai également eu une séance de formation avec mes homologues provinciaux. Je les ai tout de suite appelés et je me suis réunie avec eux. Et dès le premier jour, j'ai constaté leur enthousiasme à collaborer avec le fédéral. Et nous maintenons le lien et les communications depuis. Bref, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. J'espère que vous avez raison. Nous sommes tous des gens d'affaires et nous apprenons vite qu'il est facile les belles paroles sont faciles. Bon. Vous dites qu'ils ont un programme d'innovation. Est-ce que c'est parce que vous leur proposez de l'argent? Bien entendu, tout le monde souhaite collaborer avec le fédéral parce que vous arrivez là avec de l'argent. Non, écoutez, l'enthousiasme est réel. Ils ne font pas ça pour l'argent parce qu'en fait, il n'y a pas de retour d'ascenseur. Ils s'intéressent réellement à l'innovation parce que, de toute façon, l'innovation et la croissance sont interreliées. Nous avons promis pendant notre campagne électorale de créer des grappes, des accélérateurs, des incubateurs. Nous avions également promis d'investir davantage dans le programme d'aide industrielle et ceci permet aux entreprises de faire davantage de recherche et de développement. Bref, ils voient en nous un nouveau partenaire, un partenaire qui tient compte de leurs objectifs provinciaux, les investissements dans les biens et services, dans les personnes. Et ensuite, ils sont très heureux d'avoir enfin un gouvernement qui les consulte, qui leur parle, qui les écoute.
Bon, nous ne sommes peut-être pas en mesure de résoudre tous leurs problèmes, mais au moins nous sommes disposés à les appeler et à les consulter. Bref, l'accord de libre-échange intérieur est un objectif partagé et la réunion sur l'innovation témoigne bien de l'intérêt des provinces pour l'innovation. Car cette réunion a été convoquée alors même que les provinces affrontent des problèmes financiers graves. Écoutez, j'étais au Canada Atlantique et le premier ministre du Nouveau-Brunswick venait d'annoncer son budget. Et pourtant, malgré les déficits et la piètre croissance, l'on s'intéresse à l'innovation, peut-être à cause de ces déficits et de cette piètre croissance. Écoutez, je regarde la lettre de mandat que vous avez reçue. Écoutez, ma question est brève, mais je ne peux pas rien promettre en ce qui concerne la réponse. Alors, dans votre lettre de mandat, on parle d'une augmentation, d'une amélioration de la couverture de l'Internet à large bande. Mais là encore, c'est un autre objectif qui n'est pas nouveau et qui est essentiel à notre croissance. En fait, nous avons su que d'ici 2 ans, l'Inde aura une meilleure couverture, un meilleur accès à la large bande que le Canada. Qu'allez-vous faire pour apporter ce changement au Canada? Écoutez, ce n'est pas pour rien que le gouvernement a décidé de rendre publiques les lettres de mandat, parce que cela représente une reddition de comptes. Nous allons investir sur le court et le long terme dans les infrastructures. Certains de ces investissements seront inclus dans le budget. D'autres investissements seront faits en collaboration avec les provinces et territoires. Écoutez, il y a eu des programmes couronnés de succès par le passé. Il y avait le programme Connecting Canadians et il visait à apporter la large bande en régions rurales et isolées. Bref, nous allons poursuivre ce genre de programmes qui ont bel et bien amélioré la situation dans certaines provinces. Bref, écoutez, la large bande est certes importante pour notre parti, mais ce n'est pas la seule chose qui nous importe. En fait, cette initiative vient main dans la main avec d'autres initiatives d'infrastructure. Mais une fois de plus, nous n'allons pas agir seuls. Le privé va également devoir participer à cette initiative. Alors, par exemple, lorsque je parle d'investissement en recherche et développement, eh bien, s'il est mesuré en termes d'innovation, eh bien, l'on voit que l'on régresse plutôt que de progresser. Et c'est pourquoi, en fait, je me suis lancée en politique. Je pense que je puis faire une différence pour le Canada. Nous avons un premier ministre qui est visionnaire et qui établit des objectifs ambitieux. Sénatrice Ranguette, nous avions une question supplémentaire? Oui, sur l'innovation. Dans ces dernières années, nous avons constaté qu'il y a toujours des fonds pour la recherche et l'innovation, mais on commettait toujours la même erreur. L'on ne crée pas un environnement propice à l'innovation, à la commercialisation de l'innovation. Donc, c'est très beau d'avoir des innovations, mais ensuite, si elles ne sont pas commercialisées, à quoi bon? Donc, ce n'est pas suffisant que d'avoir l'innovation. Encore faut-il les traduire en produits et en applications concrètes. Aussi, j'espère que lorsque vous recevrez des demandes de financement à l'innovation, vous, c'est-à-dire votre ministère ou la personne responsable, mettra en place un environnement garantissant la commercialisation
de l'innovation, et ce au Canada, pas à l'étranger. C'est une observation, pas une question. Ceci dit, je vous invite à réagir. Oui, effectivement. Écoutez, le programme d'innovation est un programme qui me tient à cœur. C'est une priorité personnelle et une priorité du gouvernement. Et cela fait partie de notre programme de croissance. Nous avons investi dans l'innovation dans le cadre de notre plateforme. Mais effectivement, votre préoccupation est légitime. Nous avons bel et bien su encourager la création d'entreprises, de petites entreprises en démarrage. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une fois que ces entreprises sont démarrées, elles n'arrivent pas à prendre le prochain pas et à commercialiser leur innovation. Et si l'on regarde le financement de la recherche et du développement et les fonds d'éducation, eh bien, on constate que avec 0,5% de la population mondiale, nous investissons pour 4% de nos budgets. Donc, on se débrouille plutôt bien, mais le problème, c'est que lorsque les entreprises réussissent au Canada, elles se font acheter par des entreprises étrangères. Bon, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ça fait partie d'un marché en santé. Mais encore faudrait-il que nous puissions retenir les meilleures entreprises au Canada afin qu'elles continuent à faire leur recherche et développement au Canada, qu'elles continuent à faire travailler des Canadiens et qu'elles les payent bien pour faire leur recherche. Ça fait partie de notre plateforme d'innovation. Il faut créer ces entreprises et les encadrer d'un écosystème d'innovation et de commercialisation. Donc, vous me dites que tel environnement de commercialisation fera partie intégrante de tout processus de présentation de demande? Oui, absolument. Et en fait, nous avons déjà des programmes à cet effet. Par exemple, les agences de développement régional ont des fonds pour l'innovation et des fonds consacrés à l'innovation. Et en fait, l'une des conditions de départ de tout financement est la commercialisation du produit résultant. Donc, nous ne finançons pas les innovations qui ne pourront pas être commercialisées. Merci. Sénateur Black. Essayons de nous en tenir, s'il vous plaît, au commerce interprovincial. Monsieur le ministre, vous avez donné le chiffre de 20%, 60%. Eh bien, revenons-en, s'il vous plaît, parce que je trouve que ce sont des chiffres ambitieux. Étiez-vous en train de dire que votre objectif est de faire passer le Canada d'une situation où 20% des biens et services sont échangés interprovincialement à 60%. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Écoutez, je n'ai pas de données à l'appui, j'en conviens. C'est mon impression. J'ai posé cette question à diverses reprises à mes fonctionnaires et je leur ai demandé de me donner une estimation de la situation actuelle et de la situation résultant d'un accord. Et ce n'est que à contre-cœur qui m'ont donné ce chiffre. Donc, le chiffre n'est pas exact, mais ça nous donne une idée de l'importance d'un accord. D'accord. Eh bien, dans ce cas-là, cela représente combien d'argent? Si nous passions de 20 à 60%, ça représenterait combien d'argent? Oui, effectivement, parce qu'après tout, c'est toujours une question d'argent, n'est-ce pas? Quels sont les avantages pour les entreprises ou pour les consommateurs? Eh bien, les rapports divergent.
Mon ancien collègue avait mentionné un chiffre de 60 milliards de dollars. Je pense personnellement que ce chiffre est trop élevé parce que je pense qu'on devrait plutôt parler de 3 à 50 milliards de dollars. Donc, c'est un montant assez modeste comparativement à notre PIB, mais ce n'est pas rien. Et c'est pourquoi nous voulons élaborer cet indice. Ça nous donnerait des données de base et ça nous permettrait donc de mesurer les progrès. Alors, mais vous dites entre 30 et 50 milliards de dollars, c'est quand même un grand écart. Oui, absolument. Est-ce que vous pourriez donc préciser vos expectatives, vos prévisions? Écoutez, j'ai été comptable et donc je dois faire preuve d'une grande prudence. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des méthodologies, du taux d'amortissement, du nombre d'années en cause. Il en va de même pour ce chiffre de 3 à 50. Et 3 milliards de dollars, c'est un chiffre qui se fonde sur des hypothèses différentes de celles qui sous-tendent le chiffre de 50 millions de dollars. Mais qu'importe, l'incidence serait importante. Si vous examinez les associations comme les chambres de commerce, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, ils ont tous dit qu'une telle mesure améliorerait sérieusement leurs perspectives parce que le problème est criant. Alors, une fois que nous aurons un indice, je pourrai vous donner des chiffres plus exacts. Sénatrice Wallin. Merci. Donc, je vais poser une question sur le commerce intérieur. Par le passé, j'ai travaillé aux négociations de l'ALENA. Et ce qui est très complexe, ce sont les règlements de conflit. Mais je ne m'y connais pas vraiment. Je sais qu'on a parlé de sanctions pécuniaires pour non-conformité, mais on va utiliser les règles de qui pour déterminer si on est en conformité? Est-ce qu'il va y avoir un ensemble de règles ou est-ce qu'on a des règles de base? Parce que ce qui a posé problème, c'est qu'on a fini par utiliser les règles américaines pour les règlements de différents. Je pense que le modèle duquel on doit s'inspirer, c'est le modèle de l'AECG. Mais au niveau provincial, je dois avouer qu'on n'est pas encore assez ambitieux. Je pense qu'il faut en faire davantage là-dessus. En 2009, on a essayé d'améliorer le mécanisme existant, mais ce n'est pas une des 6 priorités qu'on a identifiées. Mais je pense qu'à l'avenir, on va avoir l'occasion d'avoir un mécanisme beaucoup plus ambitieux parce que pour l'instant, c'est un point de friction. Mais oui, c'est sûr que c'est un sujet qui va revenir. Alors, à l'heure actuelle, on dit qu'il va y avoir une structure de pénalité. Oui, il y a un mécanisme en place. Nous avons un mécanisme pour les règlements de différents, mais pas aussi bon que ce que nous avons pour la ECG. Et puis, mes collègues pourraient me corriger. Oui, pour les sanctions pécuniaires, il y en a pour les conflits gouvernementaux. Ça a été mis en place en 2009 et donc de 5 millions de dollars. Et en 2012, ce même montant a été ajouté pour les conflits entre personnes et gouvernements. Sénatrice Béac, vous avez une question? Oui. J'aimerais revenir à ce dont le sénateur Massicat a parlé. Donc, parlons d'infrastructures et de déficit. J'aimerais savoir en quoi votre approche va être différente. Donc, entre 2010 et 2015, le premier ministre Stephen Harper a réuni les premiers ministres 74 fois. Bon, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les médias, mais c'est sûr que quand ils se rencontrent, tout le monde veut toucher à l'argent. Alors, je pense qu'il faut reconnaître que on parle d'enjeux très importants, qu'on parle de l'environnement ou de l'économie, et c'est un champ de compétences très important
pour les contribuables. Les contribuables veulent qu'on travaille ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble. Je pense que nous avons un bon modèle et je pense que nous allons être en désaccord parfois, qu'il va y avoir de la concurrence, mais j'ai appris il y a longtemps que c'est important de trouver un consensus, d'avoir des réunions en groupe. C'est ainsi qu'on peut accomplir de bons résultats. Alors, le modèle actuel n'est peut-être pas parfait, mais il va nous permettre de parler du commerce intérieur, de l'environnement et de l'économie. En complémentaire, on a vu par le passé que ça ne fonctionne pas. C'est une idée bien belle, mais quand les gens se rencontrent en groupe, ça ne fonctionne pas. C'est mieux de rencontrer une personne à la fois. Si on se fie au passé, en tout cas. Et le passé est garant de l'avenir. En fait, je pense que la Fédération canadienne fait l'envie de nombreux pays partout dans le monde. Je pense que notre Constitution nous permet d'avoir ce cadre et ça nous permet d'aborder des questions fort complexes. Moi, j'ai confiance en notre Premier ministre. C'est un bon leader, il a une bonne approche et je pense que la collaboration, c'est très important et il faut être transparent et c'est ce qui nous permet d'avoir de meilleurs résultats. Et c'est important d'avoir des points de vue divergents à la même table parce que chaque région a son propre point de vue et il faut avoir une multitude d'opinions pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, diriez-vous que... Donc, vous diriez que vous voulez une approche sans négativité? Alors, quel est le rôle de l'esprit dans tout ça? Donc, en fait, quel est le rôle des spiritueux, par exemple, lors de ces réunions? Moi, je ne consomme pas d'alcool, mais beaucoup de mes amis et collègues, en fait, sont dans une autre situation. Donc, on a parlé de la question de la mobilité de l'alcool ou de la circulation de l'alcool au Canada entre provinces et c'est une question que nous allons aborder. Est-ce qu'il vous reste encore du temps? Bon, je pourrais répondre à une dernière question. Vous ne pouvez pas arrêter le sénateur Massicotte. Oui, c'est vrai. C'est un bon conseil que vous me donnez là. Il y a quelque temps, un des ministres responsables du commerce disait que la Constitution est très claire. Le commerce interprovincial relève des champs de compétences provinciaux et ce sont les provinces qui peuvent prendre des décisions et s'assurer qu'elles soient respectées. Donc, est-ce que le gouvernement fédéral peut s'imposer? Bon, certains pourraient dire que c'était l'opinion de mon prédécesseur, et je ne sais pas si c'est de façon publique, alors je ne voudrais pas le mettre sur la sellette, mais selon moi, ce n'est pas l'approche à préconiser dans le contexte actuel. Nous avons déjà un processus en place. La volonté politique est là. Nous avons des négociateurs et on a les mêmes objectifs. Alors, pour toutes ces raisons, ce ne serait pas une bonne idée d'adopter cette approche. Et puis, je pense qu'une bonne collaboration avec mes homologues provinciaux nous permettra d'avoir de meilleurs résultats à court terme, parce que d'autres approches pourraient nous causer des conséquences fortuites à long terme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à l'approche, mais dans les vraies négociations, on se fait influencer par les différents pouvoirs que détiennent les différents acteurs. Merci. Après le départ du ministre, nous aurons l'occasion de poser des questions à ses représentants. Je dois dire, Monsieur le ministre, que vous connaissez très bien vos dossiers. Nous avons bien aimé nos discussions avec vous. En fait, je ne sais pas s'il y aura des questions pour vos employés. Donc, je ne veux pas que les employés restent ici si on n'a rien à leur demander. Allez-vous avoir des questions à leur poser? Alors, je pense que nous avons terminé parce que nous n'avons plus de questions. Merci d'être venu nous voir pour le début de notre étude. Le Canada doit se pencher sur la question.
Ça fait plusieurs fois que nous avons cette discussion et nous voulons vous aider à mettre de l'avant ce programme. Alors, merci à vous et à vos employés. Merci d'être venus. Je suis désolée de ne pas poursuivre la discussion avec vous, mais il neige dehors, alors vous allez pouvoir vous rendre chez vous à temps pour manger avec votre famille. Merci, Monsieur le Président. Merci de vous intéresser à ce dossier. Merci d'avoir offert de nous aider. Vous allez être très utile à l'avenir. Et si vous pensez que je peux vous être utile pour un autre sujet, n'hésitez pas à m'inviter à nouveau. Merci. La séance est levée.